Bonjour, bienvenue au premier salon virtuel des études en France, organisé par l'Institut français de Grèce. Salon qui durera jusqu'à 18 h et auquel participent 59 établissements français. Je m'adresse aux étudiants qui suivent ce webinaire. Vous avez encore la possibilité de prendre des rendez-vous. Dernier rendez-vous, 17 h 45. Également, d'autres précisions, si vous souhaitez suivre ce webinaire en grec, vous devez choisir en bas de votre écran à droite, vous avez la petite icône comme un globe, vous choisissez le canal de la langue grecque. Bien sûr, il faut avoir la dernière version de Zoom. Autrement, vous suivez en français et je pense que ce sera de toute façon très profitable pour vous. Alors, ce deuxième webinaire de la journée aura comme thème les études de licence, les études disons de premier cycle, puisque dans certains établissements, ce n'est pas la licence, ça peut être bachelor ou diplôme de l'école. Alors, bien sûr, nous profitons de la présence des représentants d'établissements français qui participent au salon, présence bien sûr entre guillemets, puisque c'est une présence virtuelle, mais nous essayons de les impliquer puisqu'ils sont là, ils ont dédié leur journée à nous et on les remercie d'ailleurs énormément. Donc, pour nous, c'est très intéressant de leur demander leur avis. Ce sont des personnes qui ont un rôle très important au sein des relations internationales de leur établissement, donc qui savent exactement quels sont les besoins, les questions des étudiants étrangers et même quelquefois notamment des Grecs. Donc, je pense que ce webinaire va avoir ce sera l'occasion de répondre à beaucoup de vos interrogations. Bien sûr, vous avez la possibilité également d'utiliser la fonction Q&R, de poser des questions par écrit. Et ma collègue Marie-Christine Arapiou fera une synthèse de ces questions et les transmettra à l'issue, vers la fin de cette discussion. Parce qu'en fait, le but, c'est de faire une discussion. Alors, d'abord, je présente mes invités qui ont eu la gentillesse de participer à ce webinaire. Je commence par Madame Sarah Draï qui représente l'EDEC. L'EDEC est une business school. Je vais faire une petite présentation très rapide après des différentes catégories d'établissements parce qu'en France, c'est vrai que c'est assez compliqué. Ensuite, université, Madame Ramirez qui représente l'université Aix-Marseille, tout comme Madame Breglio. Ensuite, pareil, de nouveau, université, Madame Elisabeth Vercher, qui est enseignante, mais qui a eu aussi des fonctions très importantes au sein des relations internationales de l'université Lyon 2. Et une autre grande école, enfin, Sciences Po, c'est un peu à cheval entre grande école et université, Madame Pauline Couteau, qui représente Sciences Po. Donc, je ne vais pas bien sûr rentrer dans les détails. Le but aujourd'hui, ce n'est pas de faire une présentation des études en France comme je fais d'habitude, où je commence par faire, j'explique les différentes catégories, université, grande école, école spécialisée, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est plutôt animer une discussion qui, j'espère, répondra à vos questions. Cependant, il faut bien avoir en tête deux catégories. Je vais être très, très schématique aujourd'hui, deux catégories, université et grande école. Alors, dans les universités, il y a, disons, souvent des modalités d'admission un peu différentes que pour les grandes écoles. Et de manière, pour parler encore de manière assez schématique, l'accès en première année à l'université est en général plus simple, plus facile que l'accès au sein des grandes écoles. Voilà, seulement ayez en tête ces deux catégories, et ça je le précise pour vous, représentants d'établissements français, puisque en Grèce, il n'y a pas cette distinction. En Grèce, c'est l'université, on y rentre à partir d'un concours national d'entrée dans l'enseignement supérieur, et ensuite, tout se passe au sein d'universités. Il n'y a pas les distinctions école d'ingénieur, université, etc. Et je me présente, Patricia Savary, je représente donc l'Institut français d'Athènes, Campus France-Grèce. Mon rôle, c'est d'informer les étudiants grecs sur les études en France, de faire la promotion des études en France ici en Grèce. Donc, je vais commencer par le plus simple, ce qui préoccupe beaucoup d'étudiants qui nous écoutent maintenant, d'élèves et de parents, parce qu'il faut savoir que
En Grèce, les parents sont très, 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 très impliqués dans tout ce qui concerne les études de leurs enfants. Il n'est pas rare de voir, je vois souvent des mamans ou des papas qui font la demande d'admission sur Parcoursup. Donc, je suis sûre que nous avons beaucoup de parents qui nous écoutent. Donc, on va essayer de donner le plus d'informations possible. Et je vais commencer par l'université, la demande d'admission à l'université. La demande d'admission à l'université se fait via la plateforme Parcoursup, exactement comme les Français. Et tout ce qui préoccupe en ce moment les élèves de terminale et leurs parents, c'est quels sont les critères d'admission. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'université va évaluer? Elle va donner de l'importance à quoi? Comment vais-je être évaluée? Qu'est-ce qui compte? Ma lettre de motivation, mon CV, énormément de questions qui préoccupent les jeunes Grecs. C'est pour ça que je commence par ça, parce que je sais qu'on doit absolument éclaircir ce point. Alors, je m'adresse à Elisabeth, à l'université Lyon 2, un candidat qui fait sa demande via Parcoursup. Quels sont les critères qui vont être pris en compte par vous, par votre université? Alors, dans un premier temps, ça va être l'adéquation aux prérequis. Il faut savoir que les prérequis sont quelque chose de très important. Il est vrai qu'il faut vraiment que les candidats soignent particulièrement le projet de formation motivée, enfin la lettre de motivation, notamment parce que les commissions d'examen souhaitent vraiment que le candidat indique de manière très structurée et surtout argumentée pourquoi est-ce qu'il candidate dans cette formation-là plutôt que dans une autre. Et là, il faut vraiment donner des éléments concrets qui vont permettre de différencier les candidats entre eux. Donc, il faut montrer à la fois qu'on est intéressé par la formation, mais aussi pourquoi, notamment quel type de métier on vise. Et puis, il faut vraiment montrer aussi qu'on a lu les prérequis et qu'on est capable de donner des éléments qui collent à ces prérequis, notamment par rapport à des notes sur certaines matières ou à un intérêt ou à des projets qu'on a déjà faits ou même des compétences personnelles qui permettent aussi de se mettre en avant et de se différencier par rapport aux autres. Et notamment si vous avez des compétences en relation avec la future formation, c'est le moment de vraiment le marquer et de l'affirmer, quoi. Donc là, c'est vraiment important tout ça et surtout ces histoires de prérequis. Et puis, c'est notamment aussi, par exemple, pour Lyon 2, les compétences en langue qui sont extrêmement importantes. Par exemple, parce qu'on a un programme international qui s'appelle le programme international Minerve. Et donc, du coup, avoir des compétences en langue, par exemple en allemand, en italien ou en espagnol, ça peut être un plus par rapport à certains parcours. Ou même tout simplement avoir des compétences en langue, puisque pour nous, c'est quelque chose de très important aussi. Les notes, les bulletins de notes de première, terminale? Oui, ça, c'est très important aussi. Surtout, notamment, par exemple, si vous voulez faire de l'économie, les notes en maths vont compter énormément. Si vous voulez faire de la communication, les notes en histoire-géographie, en lettres, mais aussi en maths aussi parfois, vont compter. Donc là, c'est très important. Effectivement, la question des notes, de toute façon, est primordiale, quoi. La lettre de motivation? La lettre de motivation, c'est ce que j'expliquais. C'est vraiment quelque chose qui est important et auquel il faut faire très, très attention. Et être capable de montrer qu'on a bien lu les prérequis et mettre en avant des éléments qui collent à ces prérequis. Est-ce que vous comprenez si un candidat a rédigé lui-même sa lettre de motivation? Oui, ça se voit. En principe, ça se voit. Mieux vaut une lettre de motivation qui est vraiment rédigée par le candidat qu'une lettre stéréotypée qui est rédigée par quelqu'un d'autre. Parce que je ne sais pas, en plus, je sais que de plus en plus, il y a des services qui sont proposés pour la rédaction des lettres de motivation pour Parcoursup, mais bon. Mieux vaut une lettre qui est vraiment celle du candidat, quoi. C'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus, parce que je vois très, très, très souvent des lettres de motivation écrites par, bien sûr, on le voit dès la première ligne. Dès la première ligne, on voit que ça n'a pas été écrit par un jeune de 17 ans, 18 ans. Et donc, je souligne beaucoup parce qu'en fait, quand vous faites ça, d'abord, vous montrez un aspect de votre personnalité qui n'est pas très beau. Hein, et c'est une lettre qui n'est pas du tout évaluée, en fait. Donc, il vaut, comme vous disiez, exactement écrire quelque chose de plus simple, peut-être même à la rigueur naïf, mais qui soit vraiment personnel. Ça, c'est très important. Merci. Surtout si, oui. Juste une chose, c'est vraiment qu'est-ce qui peut me différencier des autres, surtout sur les filières qui sont en tension.
s'il y a des éléments, et notamment le fait d'être un étudiant international, ça peut être déjà un atout, mais mettre en avant aussi, par exemple, des compétences en langue ou des choses qu'on a déjà fait, soit dans le sport, soit etc. En termes d'activités externes, c'est vraiment important. Voilà. Alors, je précise, les filières en tension, ça veut dire les filières où il y a beaucoup de demandes. En fait. Donc, il y a forcément une sélection un peu plus importante, comme par exemple en psychologie, qui est très demandée. Hein. Donc, vous voyez, très important, si vous voulez faire une demande d'admission pour une première année de licence de psychologie, par exemple, ce qu'a dit Madame Vercher, comment se distinguer par rapport à tous ces autres candidats qui vont faire cette demande. Très bien. Marie, Université Aix-Marseille. Comment ça se passe chez vous? D'ailleurs, il faut préciser aux étudiants qu'il n'y a pas de critères qui soient les mêmes forcément pour toutes les universités, n'est-ce pas? Chaque université a la possibilité d'admettre ou pas des étudiants. Je vous laisse la parole. Alors, bon, sur les critères principaux, je pense qu'on va être pareil, par exemple, que sur l'université de Lyon ou de Lille. Toutes les universités en France vont regarder effectivement l'adéquation des spécialités, des cours suivis en terminale avec la formation visée. Donc, ça, voilà, le projet motivé va être également regardé. C'est vrai que bon, dans Parcoursup, on a à la fois les attendus nationaux et après, on a les attendus locaux, donc propres à chaque établissement. Mais je dirais pour une licence, on va être effectivement projet motivé, les notes, quels cours on a suivi en terminale. Alors, les notes aussi vont être plus importantes parce que sur l'université d'Aix-Marseille, on a certaines licences qui sélectionnent, donc qui sont affichées en tant que licence sélective. Donc là, effectivement, les notes vont beaucoup jouer dans le dossier. Ensuite, on va tenir compte également de certaines expériences, par exemple du bénévolat, d'avoir des expériences dans la vie associative. C'est également pris en compte. Madame Vercher parlait également du sport. Par exemple, pour une des filières en tension chez nous qui est STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives, de pratiquer un sport, d'être dans un club, de faire de la compétition, c'est également des éléments qui vont être pris en compte. Très intéressant. Ça, c'est très et intéressant. l'académie d'origine, mais sur un étudiant international, l'académie n'est pas, voilà, il n'y a pas d'académie d'origine. Voilà. Lina, avez-vous quelque chose à ajouter? Non. Moi, je pense que Marie a tout dit. A tout dit. Très bien. Alors, on va passer maintenant à une école qui est une business school. On est obligé de les appeler comme ça hein, maintenant, business school. Donc, ce sont des écoles privées dans lesquelles on peut faire des études d'économie, gestion. Et par exemple, pour commencer des études, alors il y a des filières en anglais, n'est-ce pas? Sarah, vous allez nous donner quelques détails des filières en anglais, comme par exemple le BBA, Bachelor of Business Administration. Quels sont les critères que vous prenez en compte pour admettre un jeune étudiant en BBA? Alors, en fait, ça va être un petit peu comme les universités. Nous, on regarde le profil des étudiants selon 2 critères différents. Forcément, il va y avoir la partie notes qui va être très importante. Donc, nous, on va regarder les dossiers scolaires, notamment sur Parcoursup. Ce qu'il faut juste préciser aussi, c'est qu'on a un autre type d'admission en dehors de Parcoursup pour tous les étudiants qui suivraient un autre type de bac. Par exemple, quelqu'un qui serait scolarisé, par exemple, dans l'American School d'Athènes ou qui passerait un IB, on accepte aussi ces types de bac. Donc, eux, en fait, doivent postuler directement sur notre site Internet, mais les critères d'admission restent les mêmes entre Parcoursup et les admissions, on va dire, internationales. Et du coup, il y a la partie note qui est très importante parce qu'on va regarder également tout ce qui va être
les bulletins de première et terminale, mais il y a aussi une autre partie qui est très importante pour nous, c'est la motivation. Donc la motivation, comme le disaient mes collègues tout à l'heure, ça va être parler de soi, parler de ses activités qu'on fait en dehors de l'école. En fait, c'est tout aussi important. Donc les passions qu'on a, les sports qu'on fait, les voyages qu'on a pu faire aussi, le bénévolat, etc. C'est vraiment très important d'en parler. En fait, nous, on a deux manières d'évaluer la motivation d'un étudiant. Déjà, on leur demande de passer un test de personnalité sur une application mobile qui s'appelle ImageMe. Et en fait, ils doivent répondre à des questions avec des réponses à choix multiples et voir les réponses qui leur correspondent le mieux. Je vous donne un exemple. Il y a une question qui dit j'organise une fête d'anniversaire, mon meilleur ami est en retard, quelle est ma réaction? Et du coup, en faisant ce test, à la fin, ça permet de voir quel est notre type de personnalité. Donc, ça sert beaucoup à l'étudiant pour mieux se connaître. Et par exemple, on voit qu'il y a des traits dominants en, par exemple, interculturalité, ouverture d'esprit, communication de groupe, curiosité. Et du coup, ce test de personnalité va être utilisé dans un deuxième temps pour faire un entretien de motivation, parce que c'est ce qui va être demandé aussi bien sur Parcoursup que via les admissions internationales. En fait, on va faire un entretien oral. En général, c'est avec un intervenant de l'EDEC, par exemple un professeur, et on va discuter des résultats au test, par exemple. Et on va aussi leur poser différentes questions. Donc, par exemple, pourquoi intégrer l'EDEC? Parlez-nous d'un sujet d'actualité. Comment vous voyez dans 5 ans, 10 ans? Donc, c'est très important pour l'étudiant, dans un premier temps, de s'être renseigné sur toutes les formations, parce que c'est même pour un entretien d'embauche classique, c'est toujours un plus de montrer qu'on a cherché des informations sur l'entreprise, qu'on sait ce qu'elle fait. Donc, du coup, je dirais, voilà, se renseigner un minimum sur les entreprises, sur les écoles, les formations auxquelles on postule. C'est aussi être capable de faire un feedback de soi-même, de dire, par exemple, moi au lycée, j'ai pu faire beaucoup de travaux de groupe, ça m'a appris ça, ça m'a appris ça. J'ai pu faire, par exemple, un stage d'observation qui m'a aussi appris telle chose. Enfin, voilà, c'est être capable d'apprendre à se connaître. Et nous, ce qu'on va rechercher chez les étudiants, comme je disais, au niveau des notes, nous, on ne va pas demander de notes minimum dans certaines matières. C'est sûr qu'on va mettre plus un focus dans tout ce qui va être mathématiques, SES, géopolitique, par exemple. Mais ça n'empêchera pas à un étudiant, par exemple, qui a plus un profil scientifique, d'être admis. Parce que quand on avait l'ancien système du baccalauréat, on avait à peu près 50% de ES et 50% de S. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter si on n'a pas fait beaucoup d'économies, par exemple. Ça ne nous empêchera pas d'être accepté à l'EDEC, puisque de toute façon, vous aurez bien le temps d'étudier le business. Donc, voilà, juste pour résumer, la partie notes qui est très importante et la partie motivation également. Alors, c'est très bien que, en fait, tout le monde, vous soulignez tous cette partie motivation, partie personnalité, engagement associatif. Je le souligne encore une fois parce que ça n'existe pas vraiment en Grèce. En Grèce, on passe un concours pour entrer dans l'enseignement supérieur et en fait, c'est les résultats académiques uniquement qui sont pris en compte. Alors maintenant, on va à Sciences Po, qui est donc une grande école sélective, qui a des programmes bachelor auxquels peuvent accéder des étudiants étrangers, enfin on ne dit plus étrangers maintenant, internationaux. Et donc, Pauline, quels sont les critères pris en compte? On vous écoute. Bonjour à toutes et à tous. Je rejoins mes collègues et Patricia sur ce qui a été dit. Je pense que ce qu'on cherche, c'est une adéquation entre un profil, un projet et une formation. Donc, effectivement, Sciences Po est une université, mais très sélective. Et nous avons désormais ce que nous appelons une voie d'accès unique avec 2 plateformes, donc Parcoursup pour les bacheliers, donc ceux qui ont obtenu un baccalauréat français, et le système d'admission sur le site de Sciences Po pour tous les élèves qui ne passent pas le bac. Nos programmes sont francophones ou anglophones. Donc, effectivement, il faut avoir le niveau requis dans la langue principale d'enseignement. Donc, on va dire un niveau B2 en français pour des programmes francophones.
Pour certains campus ou certains programmes, on peut accéder avec un niveau A2 et un enseignement intensif du français. Sinon, il faut un B2 minimum en anglais. Donc, le système d'admission réformé, parce que c'est la première année que nous avons ce qu'on appelle une voie unique d'admission, a 4 parties principales, mais qui incluent ce que mes collègues ont dit, c'est-à-dire que le premier bloc concerne les notes donc, des épreuves anticipées ou des spécialités du baccalauréat français. Pour les élèves grecs dans un lycée national, on va prendre en compte des notes qui correspondent à cela. Et donc là, ça va être une partie purement quantitative sur 20, donc on va avoir une note. La deuxième partie ou le deuxième bloc est aussi évalué sur 20, mais nous allons prendre en compte la progression de l'élève, sa situation au sein de la classe. Et donc là, nous aurons les bulletins depuis la seconde, et donc l'équivalent pour les élèves dans d'autres systèmes d'école. Les 3 classes du lycée. Oui. Donc, progression, situation dans la classe, lettre de recommandation aussi, car les enseignants connaissent leurs élèves et sont à même de nous dire plus spécifiquement quelles sont les qualités de ces élèves et est-ce que effectivement leur profil est adapté à la formation choisie, donc à Sciences Po en l'occurrence. La troisième partie, c'est ce qu'on appelle désormais les écrits personnels et cette partie est composée encore une fois de 3 blocs. Donc, le premier concerne les activités. Donc, effectivement, tout ce que les élèves font à l'école ou en dehors de l'école sont dans des associations. Bref, la notion d'engagement est pour nous très importante. Mais l'engagement se manifeste de plein de manières différentes. Donc, il n'y a pas d'attente spécifique sur un type d'engagement, mais il faut écrire de façon personnelle ce qu'on a fait et pourquoi ce qu'on a fait est important pour intégrer Sciences Po. La deuxième partie de ces écrits personnels rejoint ce qui a été dit encore une fois, c'est-à-dire ça concerne la motivation. Motivation pour les sciences sociales, motivation pour Sciences Po et pour les programmes choisis, et ce qui a motivé d'une certaine façon ce choix de postuler pour Sciences Po. Troisième partie, c'est l'essai personnel. Alors là, c'est typiquement Sciences Po. C'est-à-dire qu'il va falloir répondre de façon vraiment personnelle à une question au choix parmi 5. Ça peut être « Qu'est-ce qui vous procure de la joie ?» Quel livre conseilleriez-vous à un ami ? Quelle cause vous ne défendriez pas ? Donc, ce type de question, qui est encore une fois très Sciences Po, mais qui est très importante. Vous allez obtenir une note, encore une fois, sur 20 dans cette dernière partie. Cette année, le minimum, c'est 45 sur 60. Et si vous avez plus de 45 sur 60, vous allez passer l'entretien. D'accord. Voilà. Très bien, merci. Oui, Sciences Po, c'est un petit peu plus compliqué à expliquer, mais en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez toutes souligné l'importance de l'adéquation avec la formation demandée, l'adéquation des compétences avec la formation demandée, les activités, l'engagement, la motivation, que ce soit à l'université, école, c'est très important. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau pour les élèves et étudiants grecs, c'est pour ça que je le souligne beaucoup. Revenons à quelque chose d'un petit peu plus habituel au niveau du niveau d'anglais, de français, pardon, des compétences en français. Alors bien sûr, je parle pour les filières francophones. En général, le niveau minimum requis, c'est le B2. D'abord, est-ce que votre université accepte avec le B2 ou demande plus? Parce que certaines universités demandent le C1. Et si c'est le B2, est-ce que vous considérez que c'est suffisant? Est-ce que vous considérez qu'un étudiant international avec le B2 s'en sort bien? Je parle d'une filière classique à l'université. Hein. Madame Ramirez? Oui, bon, à l'université Aix-Marseille, en général, oui, les étudiants internationaux sont admis avec un diplôme B2. Et bon, personnellement, je témoigne, j'étais étudiant aussi international et je suis arrivée en France avec un C1.
Mais j'ai été en classe avec beaucoup d'étudiants qui étaient au niveau B2 en licence. Et moi, je peux dire que oui, ça, c'est suffisant. Mais ça demande aussi d'un travail autonome de la part des étudiants. Et parce que, comme vous savez, bon, un examen de langue ne peut pas témoigner à 100% des capacités linguistiques et ne peut pas témoigner spécifiquement de toutes les capacités linguistiques d'une personne. Exactement. Et je dirais que ça revient aussi à l'autonomie de chaque étudiant de travailler les cours à la maison, de rajouter une couche de ses notes en français et pour pouvoir réussir. On ne peut pas rester avec ce qu'on a déjà, mais il faut toujours aller au-delà. Alors, c'est intéressant puisque vous l'avez vécu vous-même personnellement. En fait, oui, moi, ce que je remarque toujours avec les étudiants grecs qui partent soit avec B2, soit avec C1 ou même C2, le premier mois, ou même peut-être les 2 premiers mois, c'est je ne comprends rien, c'est comme si je n'avais pas appris le français. Ça, c'est vraiment très... Et décembre, Noël, ça va beaucoup mieux. Donc ça, je le dis pour rassurer les étudiants. Alors, bien sûr, ce que vous avez dit, il y a B2 et B2. C'est-à-dire, on peut avoir un B2 et des tas de compétences communicatives que quelqu'un d'autre n'a pas. Cependant, il faut savoir que quel que soit le niveau avec lequel on part, on commence les études en France, il y a des difficultés au début. Il ne faut pas se décourager. Il faut persister, il faut améliorer son français. Et bien sûr, une des meilleures façons d'améliorer son français, c'est d'avoir des contacts avec des Français, ne pas essayer de chercher forcément à se faire des amis grecs, parce qu'il y en a dans toutes les villes universitaires pour parler grec, avoir des amis français. Elisabeth, vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Non, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Par contre, il y a la certification, effectivement, mais comme le soulignait ma collègue, la certification, parfois, elle peut être en décalage avec le niveau réel. Mais au bout d'un semestre, normalement, l'étudiant arrive parfaitement, surtout s'il travaille à côté de son français. Et si, comme vous le soulignez, il fréquente des étudiants français, à des activités en France, etc., ça va très vite. Ça va très, très vite. Donc, moi, je pense que honnêtement, il n'y a pas de souci. Et c'est une question de volonté ensuite et ça marche, quoi. Il n'y a pas de problème. Exactement. Alors, justement, puisque je veux rassurer les jeunes Grecs qui nous écoutent, parce que c'est vrai que ce n'est pas quelque chose de facile de partir faire une première année d'études supérieures dans un pays étranger, notamment en France. Il y a les problèmes de langue, il y a beaucoup d'autres problèmes. Cependant, ce que moi je constate, parce que je suis les étudiants grecs quand même depuis pas mal d'années, c'est quelque chose d'extraordinaire avec toutes les difficultés qu'ils rencontrent. Forcément, ils vont rencontrer des difficultés. Ce sont des étudiants qui très souvent réussissent la première année du premier coup, je dirais. Ce qui est quelque chose même de plutôt assez rare pour beaucoup de Français. Moi, je vois beaucoup de jeunes Grecs qui partent de manière très, très timide, avec un grec très, 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 très hésitant, et que je revois l'année suivante, parce que je leur demande justement de venir témoigner de leur expérience, qui sont pratiquement francophones. Et ce n'est pas seulement d'ailleurs le fait de bien parler français, c'est une métamorphose totale. Ce sont d'autres personnes. Le fait de vivre dans un pays étranger, de se débrouiller tout seul, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ils sont métamorphosés. Donc là, je m'adresse aux jeunes lycéens qui hésitent. Là, c'est valable pour la France, mais je pense pour n'importe quel pays étranger. C'est sûr que c'est une expérience qui va vous transformer et ça va vous faire très plaisir, vous allez le voir. Donc oui, bien sûr, la langue, c'est un problème. En général, vous dépassez cet obstacle assez facilement. Et encore une fois, je suis vraiment toujours très étonnée de voir que, en général, ça se passe très bien pour les jeunes Grecs qui font leur première année. En fait, moi, je comprends tout à fait pourquoi ils réussissent. Parce que d'abord, les jeunes Grecs sont des élèves habitués à travailler puisqu'ils se préparent, enfin, la terminale est une année très difficile en Grèce. Et puis, il est évident qu'un jeune Grec qui quitte son pays, sa famille pour aller faire des études, eh bien, il se consacre à ses études en général. Il ne part pas pour faire autre chose. Et donc, en général, les résultats sont très bons. Ça, c'est pour rassurer nos petits Grecs. Alors, Sarah,
Et Sarah et Pauline, vous avez des formations en anglais. Je voudrais qu'on parle un petit peu des formations en anglais. Mais je vais quand même poser la question à l'université de Aix-Marseille ou Lyon. Est-ce que vous avez des formations en anglais? Licence. Je ne parle pas de master, licence. Est-ce que vous avez? Marie? Oui, Elisabeth? Non, nous, on n'a pas de formation en anglais en licence, tout simplement parce qu'on a un programme international Minerve qui mise sur l'allemand, l'espagnol et l'italien aussi. Donc, on n'a pas de… Voilà. D'accord. Marie? À l'université, au niveau des licences, non. Par contre, au niveau de l'école Polytech, ils ont dès la PUIP, la préparation intégrée à Polytech, il y a une possibilité de le faire en anglais. Mais il me semble non plus qu'on n'a pas toute une première année, en tout cas en anglais. En fait, vous avez confirmé ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau de la licence, premier cycle, il n'y a pas beaucoup de formations en anglais au sein des universités. Au niveau master, oui, il y en a beaucoup. Les formations en anglais, on les retrouve dans les écoles. Alors, je donne la parole à Sarah. Donc, le BBA, Bachelor of Business Administration, c'est en anglais, mais je crois qu'on peut aussi choisir de les faire en français. Exactement. En fait, dans ce fameux BBA, on va retrouver deux parcours différents. Le premier parcours, en fait, qui s'appelle le Global Business, il est disponible uniquement en anglais. Donc, en fait, pour tous nos parcours en anglais, on va demander de passer un test d'anglais au préalable, même s'il y a certaines dispenses, par exemple, si on passe un diplôme enseigné en anglais, etc. Et sur le deuxième parcours, en fait, on va proposer les deux langues, c'est-à-dire soit de faire les 4 ans en français ou les 4 ans en anglais, ou aussi faire un mix des deux, par exemple 2 années dans une langue, 2 années dans l'autre, en fait. Donc, il y a les deux possibilités. Exactement. Mais comme vous le disiez, on peut commencer ses études dès la première année à 100% en anglais. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour les internationaux. Très bien. Pauline, Sciences Po, il y a des filières en anglais? Tout à fait. À Sciences Po, donc, nous avons un unique diplôme de licence que nous appelons le Bachelor of Arts in Social Sciences, diplôme qui se déroule sur 7 campus différents. Le diplôme est le même, l'admission est la même, mais effectivement, certains programmes proposent des cours uniquement en anglais ou majoritairement en anglais, et d'autres sont majoritairement en français. Au niveau du français, donc effectivement, des étudiants peuvent intégrer Sciences Po avec un niveau B2, ou comme je le disais même sur le campus de Dijon, avec un niveau A2, sachant qu'ils vont être accompagnés, même avec un niveau B2, avec des cours de français pour améliorer leur français, pour suivre les cours dans cette langue de façon majoritaire. Donc, toujours, il faut avoir effectivement le niveau pour suivre les cours dans une langue. Mais après, on peut choisir en fonction de ses affinités un programme anglophone ou un programme francophone. Et si on choisit un programme anglophone sans avoir du tout de connaissance du français, le français, langue étrangère, est obligatoire. On apprendra forcément le français, et heureusement quand même. Heureusement. Très bien. Je voudrais laisser un petit peu de temps pour les questions, parce que je suppose qu'on a des questions. Je vais demander à ma collègue Marie-Christine Arapiou, si elle veut bien, qui a fait une petite synthèse des questions, si elle veut bien nous les transmettre. Bonjour à tout le monde. Alors, nous avons beaucoup de questions pour la licence. Je ne sais pas si je peux commencer par toi, Patricia, parce que ce sont des questions vraiment auxquelles toi tu peux répondre. La première, c'est il demande s'il y a de l'aide financière ou une sorte de bourse que la France offre pour les études de licence. Alors, je vais prendre la parole, je vais préciser 2 choses. Si vous faites des études à l'université, si vous faites une licence à l'université, ici vous avez l'université Aix-Marseille et l'université de Lyon, les études sont gratuites, puisque vous ne paierez que les droits d'inscription qui doivent être de 160 €, je crois, pour l'année, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, après, vous avez juste à prévoir le budget pour vivre. Vivre en France en tant qu'étudiant, si vous n'êtes pas à Paris, vous pouvez vivre de manière correcte avec 800 € par mois. N'oubliez pas que vous aurez le droit à l'allocation logement, l'aide au logement que l'État donne aux étudiants. C'est une aide pour payer leur loyer.
D'accord. Après, si vous allez dans une business school, si vous faites un BBA, là, oui, vous aurez des droits de scolarité. Et pour Sciences Po, c'est un établissement public qui demande des droits de scolarité, mais c'est par rapport aux revenus des parents. Donc, si les parents ont des revenus faibles, vous ne paierez pas de droits de scolarité, n'est-ce pas, Pauline? Tout à fait. Donc, ça, c'est important de le savoir. Hein. Donc, je souligne les études à l'université sont des études, j'oserais dire, gratuites. Alors, au niveau des aides, des bourses, nous, en tant qu'Institut français, ambassade de France, nous avons un programme de bourse uniquement pour le niveau master. Nous n'avons rien au niveau licence. Par contre, si vous partez faire des études en France à l'université, sachez qu'à partir de la 2e année, vous pouvez faire une demande de bourse du Crous sur critères sociaux, mais seulement à partir de la 2e année. N'est-ce pas, Elisabeth? Un problème de micro? Non, c'est bon, c'était que en fait, honnêtement, je ne peux pas confirmer, mais par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a la question de l'allocation logement pour l'aide au logement, auquel ont droit les étudiants internationaux aussi. Il me semble que oui, c'est ça, à partir de la 2e année, parce qu'on ne peut pas remplir, je pense, en tant qu'étudiant international en première année le dossier du Crous. Donc, ça doit être effectivement à partir de la 2e année. Pour les bourses du Crous, c'est uniquement à partir de la 2e année. Pour l'aide au logement, ça peut être dès la 1re année. Oui, oui, oui. Voilà. Autre question, Marie-Christine? L'autre question, c'est que les études pendant la pandémie, comment se font-elles? Alors, c'est vrai que inconsciemment, j'ai dû vouloir éviter, je ne vais pas parler de la situation en tant que pandémie, parce que je me dis que peut-être que l'année prochaine, ce sera de l'histoire ancienne, soyons optimistes. Oui, comment ça se passe au sein des universités? Marie, pouvez-vous nous dire pour Aix-Marseille? Oui, alors, nos étudiants ont commencé l'année universitaire en présentiel. Dans le courant du mois d'octobre, les cours ont commencé à être de moins en moins en présentiel pour arriver à du distanciel complet. Et sur l'université d'Aix-Marseille, on est depuis une semaine ou deux. Là, c'était au début du mois de février. 2 semaines. 2 semaines, voilà. Depuis 2 semaines, nos étudiants de première année commencent à reprendre les cours de TP, de TD, donc de travaux pratiques et de travaux dirigés. Voilà. Mais là, on est essentiellement plutôt sur des premières années ou des personnes qui sont en fracture numérique. Donc, on n'a pas encore tous les étudiants qui sont revenus en présentiel. Est-ce que ça veut dire que les étudiants internationaux sont repartis dans leur pays ou sont restés quand même? Je pense que ça dépend. Certains ont dû repartir, d'autres sont restés. Pour les Grecs, c'est la même chose. Beaucoup sont restés, quelques-uns sont rentrés. Oui. Je pense qu'aussi la majorité est quand même restée, mais même des étudiants, on va dire, français qui ont des parents dans des autres villes, beaucoup nous ont dit on est retourné chez nous, puisque l'intégralité était quand même à distanciel. Et là, pour la session d'examen, comment ça va se passer alors? Les sessions d'examen ont eu lieu et se sont faites en présentiel. Ah, en présentiel. Présentiel. D'accord. Très bien, merci. À Lyon? À Lyon, c'est comme à Montpellier, on est en distanciel depuis le mois d'octobre. Normalement, on table sur une reprise en présentiel au moins de tous les TD et à effectif à 50, je crois que c'est à 20% des jauges sur 50%, enfin je ne sais pas exactement. À partir du 22 février, les examens ont été, dont notamment les miens, ont été à distance et très peu d'examens, enfin je crois que même pas, voilà. Mais c'est exactement la même chose pour Montpellier et on croise tous les doigts pour qu'à la rentrée, tout rentre dans l'ordre, quoi. Normalement. Sarah, même chose à l'EDEC?
Oui, alors nous, ce qui s'est passé pour la rentrée de septembre dernier, parce qu'à ce moment-là, en fait, il y avait encore des soucis, par exemple, de frontières fermées ou certains de nos étudiants qui n'arrivaient pas à avoir leur visa à temps. Donc nous, ce qu'on leur a proposé, c'est de commencer à suivre leur scolarité en ligne. Et dès qu'ils ont eu la possibilité d'obtenir leur visa et de voyager en France, on les a accueillis sur le campus. Donc ça, c'est important de noter. Si ça se reproduit pour septembre, les étudiants peuvent se rassurer en disant qu'ils ne manqueront pas de cours parce qu'on leur donnera la possibilité de suivre en ligne. Mais c'est un petit peu comme mes collègues. Là, on était tous un peu forcés avec le confinement de tout suivre à distance, mais les étudiants reviennent sur les campus progressivement. Très bien. Et à Sciences Po? Oui, même chose, nous avons mis en place une formule hybride, donc tout est accessible en ligne pour les étudiants qui seraient loin des campus, donc avec enregistrement plus accès direct aux cours. Sinon, nous organisons tant que possible des cours en présentiel, en face à face, et on s'adapte à chaque nouvelle. Bien sûr, c'est indispensable. Marie-Christine? J'ai une autre question. Il demande combien d'années ça dure les études de médecine et que si jamais ils ne réussissent pas aux examens de la première année, que se passe-t-il? Dans quelle autre faculté ils peuvent s'orienter? Alors, oui, en fait, je crois que j'aurais dû prévoir un webinaire pour les études de médecine. J'ai eu énormément de mails là-dessus. Bon, on a eu un webinaire la semaine dernière sur les études de licence où on en a parlé. Ça me semble un petit peu difficile de donner des détails sur les études de médecine maintenant. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un... Alors, Lyon 2 n'a pas médecine. Est-ce que Aix-Marseille... Marie ou Lina, vous voulez prendre la parole? Alors, parce qu'il y a toute cette réforme des études de médecine, c'est un peu compliqué. Est-ce que vous pouvez très, très brièvement en parler, Lina? Et il y avait aussi la question que s'il y a des études en médecine en anglais, offertes en anglais. Non. Études de médecine, c'est forcément en français, à savoir. D'accord. Alors, pour cette question du secteur santé, je vais laisser Marie qui est l'experte. Ah, d'accord. Marie, alors, excusez-moi. Voilà. Donc, effectivement, depuis cette année est mis en place un nouvel accès pour les études de santé. Donc, l'année de PACES qui existait a été remplacée par deux nouveaux modes de sélection. Une année de PASS qui ressemble quand même à l'année de PACES et l'ouverture de licences accès santé. Donc, dans des licences classiques, qui peuvent être en droit, en lettres, en biologie, enfin dans des tas de domaines, on va avoir les enseignements de la licence, plus des unités d'enseignement santé. Et c'est ces unités d'enseignement santé, entre autres, qui vont permettre de pouvoir passer la sélection pour intégrer les deuxième année des études en santé, donc médecine, kiné, sage-femme, dentaire et pharmacie. Alors, au niveau, on a un petit peu aussi des inconnus parce qu'on est sur la première année, sur la mise en place de cette réforme. Donc, une nouveauté aussi, c'est qu'on n'a plus de numerus clausus, c'est-à-dire que c'est l'État qui décide du nombre de places pour chaque filière dans chaque université. C'est maintenant un numerus apertus et c'est les établissements du coup qui décident du nombre de places qu'ils ouvrent pour chaque filière. Il ne va pas y avoir un nombre de places qui va augmenter non plus. On sera toujours assez limité. Au niveau de l'année de PASS, ce qu'il faut savoir, à la différence de PACES, même si on est toujours sur la logique qu'en France, on ne peut pas présenter plus de 2 fois la sélection aux études de santé. Alors, PACES, on pouvait la redoubler 1 fois. Par contre, pour l'année de PASS, on ne peut pas redoubler l'année de PASS. Donc, en fonction... Parcours accès santé. Parcours spécifique accès santé. C'est la première année de... C'est la première année, c'est ce qui correspondait, on va dire, à la PACES. À la PACES un petit peu. Mais à la différence de la PACES, on ne peut pas la redoubler. Donc, pour tenter sa deuxième chance, il va falloir retourner sur une licence accès santé.
là encore, autre différence dans la PASS par rapport à la PACES, on a un choix de mineur dans un autre domaine. Et c'est dans cette mineure qu'on va passer sur la licence Accès Santé. Par exemple, voilà, un étudiant qui a eu la moyenne en PASS, qui est dans une mineure physique-chimie, mais qui n'a pas été sélectionné pour les filières santé, peut accéder à une deuxième année de licence Accès Santé dans sa mineure en physique-chimie. Voilà, je crois qu'on ne peut pas passer plus de temps parce que c'est… Oui, surtout qu'on a des inconnus à ça. Et je voulais par contre préciser une chose très importante pour les lycéens. Alors, en tout cas, ça sur l'université d'Aix-Marseille, et je crois que sur les autres universités aussi, si on a entamé une licence Accès Santé après le bac, on ne pourra pas demander une réorientation sur une année de PASS. Donc, c'est pour ça que c'est très important de savoir quelle voie on choisit sur Parcoursup. Oui. Ça, si vous avez des questions, je m'adresse aux étudiants. Si vous avez des questions sur les études de médecine, vous envoyez un mail ou on fait un rendez-vous. Je vous expliquerai tout et en grec, si vous voulez. Voilà. Autre question, Marie-Christine? Alors, s'il y a la possibilité de combiner en France les études avec participation au groupe athlétique pour un championnat, ce sont des athlètes qui s'intéressent ou qui appartiennent à des groupes athlétiques et qui souhaitent continuer et combiner les études de théorie de l'option qu'ils vont choisir et ne pas perdre la possibilité de pouvoir s'exercer ou de participer à des championnats. Ah, intéressant. Un athlète donc de haut niveau. Quels aménagements, quelles possibilités il a? Qui veut prendre la parole? Moi, je peux, si vous voulez. Pour l'université, enfin, je pense qu'à Aix-Marseille, c'est la même chose. Enfin, chez nous, on a des aménagements pour les sportifs de haut niveau et même on est très content d'avoir des sportifs de haut niveau. Donc, on fait le maximum pour leur assurer des plages horaires pour s'entraîner, pour qu'ils aient du soutien pour pouvoir faire leur compétition, etc. Je pense que c'est partout, dans toutes les universités, on a un statut sportif de haut niveau. Donc, voilà, qui leur offre en fait certains aménagements. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dispensés de passer des examens ou quoi que ce soit, mais ils ont la possibilité de ne pas être présents alors que d'autres doivent être présents, si j'ai bien compris. Voilà, ils ont des aménagements et en plus, ils ont du soutien parfois même. C'est-à-dire qu'on leur offre la possibilité pour certains cours d'avoir des rendez-vous avec les enseignants ou des choses comme ça. Ils sont vraiment soutenus, c'est ça du soutien. Voilà. Ils sont encouragés et soutenus, oui, avec leurs sportifs. Ouais. Pour les aider à concilier leur oui, sport et études. Ouais. Très important. Sarah, vous vouliez dire quelque chose? Oui, parce qu'en fait, nous, à l'EDEC, on a une filière spéciale dans le bibier qui s'appelle Online. Et c'est une formation qui est faite justement pour les sportifs de haut niveau, des musiciens par exemple, ou même des personnes en situation de handicap qui peuvent suivre leurs cours 100% en ligne. Donc, c'est un parcours adapté. On a la chance d'avoir des sportifs de très haut niveau, dont certains se retrouvent par exemple aux Jeux Olympiques ou qui sont champions de France et qui choisissent ce fameux parcours online. En fait, ils vont recevoir leur bibier au bout des 4 ans et ils peuvent totalement suivre à côté leur activité sportive. C'est fait pour leur faciliter la vie. Pauline, à Sciences Po, je pense. Oui, même chose, ce sont plutôt des aménagements de scolarité, un accompagnement personnalisé et surtout que c'est très valorisé également dans la candidature. Soutenant tous les talents, qu'ils soient artistiques ou sportifs. Bien sûr, on essaie de valoriser et donc d'aider au maximum ces gens qui ont une passion, Bien sûr. Marie-Christine, on peut encore prendre une question? Oui, un étudiant qui souhaite devenir ingénieur informaticien, il demande s'il pourrait commencer ses études dans une école universitaire et passer en 4e année dans une école d'ingénieurs. Et si oui, quelle est l'université qui peut lui offrir cette possibilité? Alors, ça, c'est plutôt un rapport avec le webinaire précédent qui était sur les études d'ingénieurs. On en a longuement parlé, c'est-à-dire qu'en France, oui, il est possible de commencer des études à l'université. On avait bien parlé de la distinction
université, école d'ingénieurs au moment de ce webinaire, mais on avait aussi bien souligné toutes les passerelles, c'est-à-dire qu'il est possible de commencer ses études à l'université, de faire une licence ou même un master, mais même une licence, et ensuite intégrer une école d'ingénieurs. Mais après, il faut au moins faire 2 années d'études au sein de l'école d'ingénieurs pour obtenir le diplôme d'ingénieur. Donc, je ne sais pas si... Alors, Lyon 2, il n'y a pas. Est-ce que Aix-Marseille, il y a quelque chose à ajouter? Alors, comme dans quelle que soit l'université où on soit inscrit, il y a la filière licence pour accéder aux écoles d'ingénieurs, enfin la filière, les concours pour les licences dans les écoles d'ingénieurs. Et on a en sciences deux parcours, un cycle universitaire préparatoire pour les écoles agronomiques et vétérinaires qui commence dès la première année, et une licence mathématiques, physique, chimie, informatique pour les grandes écoles d'ingénieurs. Et après, un étudiant de licence de physique, de maths, de sciences de la vie peut prétendre à une entrée en école d'ingénieur. Voilà. Dernière question, Marie-Christine? J'en ai plusieurs questions, je ne sais pas si c'est important. Et pour les écoles d'architecture, les étudiants demandent comment ça se passe, s'il y a des examens à la première année. Et puis, alors, j'ai des questions aussi sur les notes de la sur les examens de la polypérion grecque, s'il faut passer par les examens panhelléniques pour pouvoir être reçu à une université française. D'accord. Et pour le IB, pour les étudiants de IB, s'ils choisissent une option aussi Business and Economics, si les crédits qu'ils vont avoir, ça compte pour leur entrée à l'université française. Alors, je vais essayer de répondre très brièvement. École d'architecture, nous n'avons pas de représentant d'école d'architecture à notre salon, nous n'en avons jamais. Ça veut dire que certainement, ils ne cherchent pas tellement à recruter à l'étranger ou tout au moins en Grèce. Savoir, les écoles d'architecture distinguent des universités et sélectives. Il y a 14 écoles d'architecture en France, publiques. La demande d'admission se fait via Parcoursup. Il faut savoir que c'est assez sélectif. Alors, on examine le dossier du candidat, c'est-à-dire les bulletins de notes du lycée, le projet de formation motivé, et il y a en général en plus un entretien. Donc, il faut retenir que c'est assez sélectif. Ensuite, il y avait la question, est-ce qu'il faut passer le concours panhellénique pour être admis à l'université en France? Alors, oui, mais ça, j'insiste bien dans le sens que c'est une formalité, dans le sens que les notes que vous aurez au concours panhellénique ne jouent aucun rôle. Les universités, les établissements qui vont examiner votre dossier vont examiner votre dossier sur vos bulletins de notes du lycée. Et de toute façon, les universités vous auront répondu à partir du 27 mai. Le 27 mai, vous n'aurez pas encore commencé à passer le concours panhellénique. Donc, sachez que les notes du concours ne jouent pas de rôle dans votre admission à l'université en France. Seulement, il vaut mieux passer ce concours. On peut vous demander une attestation. Il est possible qu'on vous demande une attestation qui certifie que vous avez passé ce concours. Et je crois qu'il y avait encore une dernière question. Ah, pour le IB, le International Baccalaureate, oui, il est admis en France. On ne peut pas vraiment dire qu'il est officiellement équivalent au baccalauréat français, mais Sciences Po accepte le IB, les business schools acceptent le IB et presque toutes les universités. Quelquefois, il m'est arrivé de voir des universités qui n'acceptaient pas le IB, c'est extrêmement rare, donc je peux sans crainte dire que oui, le IB est considéré comme équivalent du baccalauréat et du Apolity et l'IQ, et donc vous donne accès à l'enseignement supérieur en France. On ne peut malheureusement pas répondre à d'autres questions. Je voudrais juste terminer comme ça par quelque chose de très général. Oui, Marie-Christine? Excuse-moi, il y a une question importante, deux questions. Quels sont les examens DELF B2 ou Sorbonne B2 auxquels ils doivent se présenter? Alors, c'est la même chose. Enfin, les universités françaises connaissent en général plus les DELF et les DALF.
Cependant, si vous avez un Sorbonne, c'est considéré comme équivalent, donc ne vous souciez pas de ça. Et puis, s'il y a des doubles licences pour présenter par les représentantes des universités françaises que nous avons ici. Alors, il y a des doubles licences. Double licence, ça veut dire que vous faites 2 études de filières simultanées. On n'a pas vraiment le temps d'en parler. C'est très spécifique et je pense que ça ne concerne pas l'ensemble des gens qui écoutent. Je voudrais juste, donc comme vous le voyez dans la discussion, vous avez un mail. Vous pouvez m'envoyer un mail si vous n'avez pas eu la réponse à vos questions. Je voudrais juste terminer à m'adresser à toutes mes invités que je remercie très chaleureusement et Marie-Christine pour les questions. Allez, pourquoi choisir la France pour des études supérieures? Quelque chose de très, très général. On aurait pu commencer avec ça, mais je préfère terminer avec ça, avec une phrase très brève. Quel argument vous donneriez aux jeunes Grecs pour les convaincre de choisir la France? Alors, juste une phrase. Pauline? La qualité des études et la qualité de vie en France. Études et vie en France. Oui, Marie? Pareil, hein. Pareil. Je dirais pareil, la qualité des études aussi et je pense aussi le tarif des études en France. Bien sûr, ça il faut le souligner. Bonnes études, pas chères, de très bonnes études, même à prix tout à fait plus que correct. Ça c'est très important, je souligne toujours cet argument et je souligne toujours en disant que c'est important au niveau économique, bien sûr, pour les familles, mais pas seulement, dans le sens que, moi, c'est ce que je dis quand je vais dans les universités, dans les écoles, j'insiste bien en disant que quand on vous invite, ce que je fais moi au quotidien, quand on vous invite à venir faire des études en France, ça veut dire qu'on ne vous voit pas comme des clients. Et à partir de ça, je crois que les gens peuvent tirer beaucoup de conclusions. Voilà. Elisabeth, pourquoi choisir la France? Pour l'expérience interculturelle, puis pour le fait qu'on est vraiment ravis d'avoir des étudiants grecs. Donc ça, c'est important. Voilà. Ouais. Et puis sur le fait aussi que sur le CV, avoir une expérience à l'étranger, c'est une véritable valeur ajoutée, quoi. Et la France a de très bonnes formations. C'est juste. Sarah? Voilà, c'est à peu près la même chose que tout ce qui a été dit. Donc, la France, un pays magnifique, la culture, etc. Mais nous, dans notre école, on offre non seulement une expérience en France, mais aussi à l'étranger. Parce qu'en fait, dans tous nos programmes, quoi qu'il arrive, vous partirez à l'étranger. On a par exemple un de nos parcours où les étudiants partent 1 an à Los Angeles pour étudier à UCLA, qui est la meilleure université publique des États-Unis. Et comme le disait Marie, au niveau des frais de scolarité, c'est très intéressant parce qu'une année à UCLA, c'est environ $50 000. Mais si vous passez par l'EDEC, vous paierez 16 800 € l'année. Donc, niveau financier aussi, c'est une bonne alternative. Même chose à Sciences Po. À Sciences Po, la 3e année se fait forcément à l'étranger. Et Lina, puisque vous-même, vous êtes venue en France faire des études, quel argument vous donneriez? Oui, en plus de ce qu'on a déjà dit, moi, j'ajouterais aussi que la qualité de la vie étudiante et l'opportunité d'être aussi en France, ça ouvre des portes au niveau interculturel. Et aussi plus précisément, en parlant d'Aix-Marseille Université, c'est la qualité de l'accueil pour les étudiants internationaux. Oui, je voulais aussi vous poser cette question, les dispositifs d'accueil. Vous avez le label Bienvenue en France, donc ça veut dire que vous êtes une université particulièrement accueillante pour les étudiants étrangers. Lyon 2 aussi, d'ailleurs, bon, bien sûr. Tout à fait. Sciences Po est bien connu qu'il y a des dispositifs d'accueil pour les étudiants internationaux très, 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 très importants. Voilà, je vous remercie beaucoup, beaucoup d'avoir participé à cette petite discussion. J'espère que les rendez-vous avec les étudiants vont bien se passer. Bonne continuation, bon salon et merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Et au revoir. Merci. Merci, au revoir.